Voilà, bonjour Hélène. Bonjour Pascal. Alors, l'idée était de se retrouver pour un échange autour des mots d'écrivains, c'est-à-dire nous avons de part et d'autre choisi des écrivains et des écrivaines qui nous touchent et qui du coup en fait peuvent faire résonance dans notre propre histoire singulière, avec évidemment l'idée sous-jacente que les écrivains eux-mêmes en général sont allés suffisamment loin, je dirais, pour précisément pouvoir rejoindre autrui. Et donc, c'est un petit peu j'ai envie de dire, l'objectif de cet échange ici. Et pour un petit peu baliser cet échange, je voulais reprendre, Hélène, deux courts extraits. Le premier de Virginia Woolf, qui dit ceci: Il n'y a qu'une chose qui vaille la peine d'être dite, ce que l'on sent. Et le deuxième extrait de Jacques Salomé: Communiquer suppose aussi des silences, non pour se taire, mais pour laisser un espace à la rencontre des mots. Et je trouvais intéressant ces 2 extraits dans la mesure où on parle aussi bien des mots que du silence. Et je pense que les 2, évidemment, dans un échange sont importants. Tantôt on parle, on s'exprime, mais on prend aussi le temps justement de laisser monter, du plus profond de soi, les mots. Et donc pour cela évidemment, laisser aussi le silence nous envahir pour que les mots soient le plus justes et du coup soient précisément, susceptibles de rejoindre, autrui. Sans laisser pénétrer et en laisser les Voilà, autres sans pénétrer. ouais. Alors, pour ma part, je crois que tu as fait à peu près pareil. J'ai choisi des textes qui me touchent et qui me font penser à toi. J'ai commencé par un élément très fondateur, je crois, de ton histoire, ton père schizophrène et ta peur de cet héritage, on va dire. J'ai choisi un extrait, dans Beckomberga, Ode à ma famille de Sarah Strindberg, qui est en gros l'histoire d'un lien très fort entre un père fou et sa fille. Lui, Jimmy, a été interné très longtemps. Là, il est sorti d'HP depuis très longtemps aussi, et c'est une conversation téléphonique entre Jimmy le père et Jackie la fille. Tu penses à quoi, Jackie? Je pense que j'ai toujours eu peur de tomber malade. Malade comment? Toqué. Sauf que tu ne l'es pas. Parfois, j'aimerais que ça m'arrive pour que j'arrête enfin d'avoir peur. Et soudain, sa voix retrouve de la clarté. Elle est douce, présente, lucide. Pourtant, tu sais que tu ne tomberas jamais malade. Tu seras tout sauf malade. Comment tu le sais? Il se tait un long moment. Je n'entends que ses respirations haletantes quand il tire une longue bouffée de sa cigarette. Je n'en sais rien, Jackie. Mais autrefois, j'ai toujours eu tellement peur que tu mettes fin à tes jours. Aujourd'hui, je n'ai plus cette peur-là. Pourquoi? J'ai toujours pensé que tu étais condamné aux mêmes ténèbres que moi, mais je comprends que ce n'est pas le cas. Et j'espère qu'il en va de même pour Marianne. Marianne étant le fils de Jackie. Voilà. Je ne sais pas Ouais. ce que t'inspire ce, ce petit dialogue entre père fou et... Oui. Bah, déjà, évidemment, la première chose, c'est il y a un dialogue qui est possible entre le père et son fils. Donc, il y a effectivement un lien quand même, il y a des choses qui se disent. Ce genre de discussion, moi, je ne l'ai jamais eu avec mon père, donc il est resté, je dirais, avec sa propre confusion, et je suis resté très longtemps avec la mienne. Avec aussi ce sentiment, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, que la chose évidemment la plus douloureuse qui peut nous arriver, c'est effectivement de reproduire ce que le père ici a vécu et de prendre en héritage sa propre schizophrénie, sa propre dépression chronique. Euh, et dans un premier temps, c'est quand même ce qui se passe parce que l'enfant, il est imbibé en fait de son milieu familial et quand le milieu est toxique, j'ai envie de dire,
il ramasse les toxines aussi et sans comprendre la raison, petit à petit, en fait, les choses ne pouvant pas se dire, il étouffe. Et donc toute la difficulté aussi, c'est de se dire à un moment donné, je vais pouvoir sortir de cela. J'en discutais encore hier dans le cadre d'un autre échange, mais c'est vrai que tout le monde, entre guillemets, ne s'en sort pas. La résilience dont parle Boris Cyrulnik, c'est quelque chose d'extrêmement chouette comme concept, mais enfin, c'est pas tout Pas à le la monde. portée de tout le monde, non. Voilà. Et donc, il y a des personnes qui vivent des situations absolument, j'ai envie de dire, semblables, et des personnes au sein d'une même fratrie qui vivent avec les mêmes parents par définition, et qui vont s'en sortir de façon différente. Moi, ce qui m'avait surpris, en fait, à un moment donné, c'était d'avoir l'occasion justement d'avoir véritablement un ami dont le père avait vécu des choses similaires aux miens, et de sentir que lui était nettement moins impacté, n'avait pas dû faire le même travail sur lui pour s'en sortir. Et donc ça m'avait en même temps rassuré de me dire, bah voilà, on n'est pas tous pareils, on peut effectivement s'en sortir. Et en même temps, ça m'avait surpris de me dire, ah tiens, on peut vivre les choses de manière différente et en On être a impacté vécu la même différemment. chose. C'est Ouais, troublant. Le ouais. problème avec la résilience, si elle devient une espèce de dictature, c'est que les gens qui n'arrivent pas à faire résilience, je ne sais pas si ça se dit, hein, mais Mm. se sentent coupables, sont culpabilisés. C'est ce qui me gêne un peu. C'était un beau concept, mais maintenant, ça devient une espèce de slogan, Ouais. Bah, d'impératif catégorique. Je ne suis pas consciente, mais ça culpabilise les gens parce que ça ne se fait pas comme ça. Et tout le monde n'est pas égaux, je crois, face à ça, face à la non, résilience. ben non. Et ça dépend aussi des rencontres que l'on fait ou que l'on ne fait pas. Je veux dire, la capacité de s'ouvrir à autrui de ses propres souffrances, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Certains, malgré des graves souffrances, parviennent effectivement à s'ouvrir, et d'autres, malheureusement, n'y parviennent pas non plus, ou pas directement. Et plus évidemment on reste quelque part avec ses propres souffrances longtemps, et plus je pense que le travail devra se faire en profondeur et pendant un laps de Ça temps met longtemps plus avant ou de se moins long. Oui, Ça met longtemps avant de se décompter. Plus tu je regarde un petit peu parce que ça me fait penser à des choses, ce qu'on dit évidemment. oui, Mais oui, plus tu mets du temps à commencer la démarche, plus la démarche est longue pour, émerger, je crois. ouais. Et alors Mais moi, on de peut mon pas côté, du tout non plus quand on va très mal, on a souvent du mal à faire en sorte, ce qu'il faut faire pour aller mieux, bizarrement. ah oui, bah oui, en fait, ce qui pourrait nous aider, en réalité, on se sent incapable de Mmh. le mettre en place. C'est effectivement tout le paradoxe de dire, parler, ça m'irait, mais en fait, je vais tellement mal que parler, je n'ai pas envie, Oui, j'arrive pas. ou Mmh. j'arrive pas. Et donc, effectivement, on est, entre guillemets, doublement coincé. Et là, Alors, parfois, on entend «secoue-toi» et c'est exactement ce qu'il ne faut pas dire à ah quelqu'un qui oui, va mal. ah oui, 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 c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Bouge-toi, ça ira Non, il mieux. ne peut pas se secouer, il n'a pas envie d'être mal. Hmm. Mais ça, c'est quelque chose de très, très difficile, effectivement, à faire comprendre. Quelqu'un qui vit une profonde dépression, c'est c'est pas partageable pour quelqu'un qui n'est pas passé par là. Je veux dire, c'est cet état mental, cette difficulté ne fût-ce que se lever le matin, se dire mais à quoi bon, d'organiser sa journée, d'essayer de prendre des petits plaisirs, de regarder la vie autour de soi, d'écouter les oiseaux, de marcher dans un parc, de prendre plaisir à être en vie, tout, tout, Même tout la beauté peut ça. faire mal quand on est mal, même Oui, le soleil peut faire parce qu'on se sent en complet désaccord. oui, Je ne sais plus qui avait écrit, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, que la dépression est une maladie de la volonté et j'ajouterais aussi du désir. On ne peut ni vouloir, ni dire: «Je veux», ni dire: «Je désire quelque chose ou quelqu'un» ou quoi. hmm, Juste, il faut on endure l'existence, ouais, plus ou moins bien, mais oui, on veut pas, on n'a pas envie. oui. Mais d'où aussi l'importance de savoir quand même le dire ici entre soi, et d'entendre et d'écouter justement ces écrivains qui l'expriment extrêmement bien, mais qui ont vécu des choses extrêmement douloureuses aussi, et qui du coup, là on en vient un petit peu justement à la jointure de l'être, et au fait que quand on est à la jointure, on peut véritablement rejoindre l'autre aussi. Combien de fois
Mais c'est un processus, c'est-à-dire qu'au début, évidemment, on ne prend pas les mots dans leur sens plénier, dans leur sens littéral. On est trop soi-même trop confus quelque part pour les entendre pleinement, mais au moins il y a une petite ouverture qui se fait parce qu'un écrivain est allé tellement loin que quelque part, il commence à te parler. Mmh. Et ça, te dire à un moment donné, il me parle, et donc je ne suis plus seul, même si je ne sais pas encore en parler à l'extérieur, avec mes proches, avec un ami, avec un copain, que sais-je, au moins je peux prendre un livre Oui. et y revenir autant de fois nécessaire pour effectivement peut-être petit à petit me pénétrer de ces mots et de se dire ces mots, c'est vraiment pour moi. Et ce qu'il dit, c'est vraiment vrai et je peux effectivement l'entendre. Et je Et ne suis pas seule ça, donc. je ne suis pas le Voilà. seul. Ouais. Et moi, je sais qu'au plus profond de ma dépression est arrivé un moment, la dépression isole, hein, puis elle rend les autres impuissants, elle les désespère, elle les décourage, mais où même si ça n'avait pas été le cas, mes seuls vrais compagnons étaient des écrivains ou des livres. Mmh. Ouais. C'était vraiment, j'avais du mal à me lever et mon lit était jamais replié et il était couvert de bouquins. Mmh. Tout le temps, il fallait que je me fasse une petite place au milieu de tout un tas de livres que je rouvrais, voilà. Ce sont Il des m'arrivait amis, même quoi. de lire à haute voix comme si ça devenait, le lire à haute voix, je l'incorporais, je l'incarnais. Mmh. Voilà, et c'est vrai que ça peut être vraiment les meilleurs amis et compagnons et puis ils s'impatientent pas. Ouais, c'est ça. Je sais pas toi, Hélène, mais c'est vrai que moi, hem, au début, je doutais des mots des autres. C'est-à-dire que je me disais: «Il y a du bluff, il y a un côté littéraire pour faire joli. Est-ce que je peux véritablement lui faire confiance?» C'est-à-dire que dans la vraie vie de tous les jours, je me suis rendu compte évidemment que faire confiance, ça peut être extrêmement blessant, que le lien n'a pas été noué et du coup, évidemment, ce lien n'ayant pas été noué, il y a une méfiance qui continue aussi à s'exercer par rapport aux autres, qu'ils soient écrivains ou pas et donc ici, en l'espèce, par rapport aux écrivains, et là je parle en particulier parce que ça c'est vrai que pour moi c'était extrêmement fondateur, c'est la rencontre virtuelle ou pas, à travers les mots de Charles Juliet évidemment. Et au début je me disais mais est-ce qu'il dit, est-ce qu'il a réellement vécu, est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Et plus je le lisais, plus je comprenais en fait qu'il était absolument authentique et que ces mots c'était pas du bluff quoi. Ça avait été extrêmement travaillé, mais pas travaillé pour faire joli de nouveau ou pour se vendre, mais travailler pour être au plus nu et donc rejoindre ce qui lui faisait problème, c'est-à-dire finalement se connaître, quoi. Mmh. Et là, c'était en fait mon premier texte que je voulais aussi te partager, qui fait écho un petit peu, qui te fait un peu écho au tien. Et forcément, c'est pas une grande surprise, mais c'est pas grave, ce Non. sera évidemment un texte de Charles Juliet. Et il dit ceci. Bon, pour moi, je pense que ça avait commencé bien avant, mais lui, c'est son histoire à lui. Il dit ceci: tout avait commencé à l'adolescence, une souffrance sourde, une insatisfaction permanente, l'incapacité à vivre le présent, parce que j'étais toujours à attendre. Attendre ce que je ne pouvais pas me représenter, ce que je ne savais pas nommer, mais ce qui assurément aurait dû combler ma faim. Quand donc avais-je perdu ce que je n'avais jamais possédé, et dont le manque m'emplissait d'une inguérissable et rongeante nostalgie? Alors je partage avec lui que peut pas tout savoir de son enfance, je crois, mais que la première chute dans le gouffre a été à l'adolescence et suite à 2 manques, reliés l'un à l'autre, hem, la mort de ma grand-mère qui avait voulu mourir, que j'aimais passionnément, c'était un amour fusionnel et réciproque. Il y a eu le manque d'elle et la violence de cet événement et après, le fait de me ressentir, violemment manquante moi-même. Quelqu'un que j'aimais à ce point, qui m'aimait à ce point, avoir échoué à lui donner une raison ou une envie de vivre, ça m'a condamnée pour des années. Et alors par contre, j'avais les mots à l'écrit
J'étais d'une timidité considérable. On me demandait une gomme, j'étais pétrifiée. Je veux dire, Mmh. mais à l'écrit, en tant que lectrice et écrivante, on va dire, et la peinture. Mais tout ce qui relevait des choses qu'on croit simples de la vie. Par exemple, marcher dans la rue. Je ne savais plus marcher. Il a fallu qu'une prof de danse, qui était la mienne, qui était adorable, danseuse et poète, très humaine, me garde après les cours et me réapprenne à marcher avec de la musique, en faisant des tam-tams et en me faisant venir à elle comme on fait venir un enfant qui fait ses premiers pas. Je ne savais plus m'articuler, me désarticuler, je ne pouvais plus prendre la parole face à quelqu'un et heu et j'étais entourée de gens dépressifs pour la même raison d'ailleurs que la mienne. Donc Mmh. les quelques rencontres devaient être extérieures. Les rencontres aidantes, les humains aidants devaient être extérieurs à ceux qui avaient été, on va dire impactés, par le même événement que moi, même si aucun ne l'était pareil. Personne n'avait la même, histoire avec ma grand-mère et donc c'est pas parce qu'on partageait la même expérience, on y revient, qu'on vivait la même chose. Mmh. Pas du tout. En revanche, ça nous rendait aveugles au mal-être les uns des autres, complètement. Soit il y avait une violence considérable, soit il y avait un non-dit, comme une chape de plomb. J'ai eu la chance, moi, d'avoir, bon, quelques rencontres extérieures, quelques êtres extérieurs à la cellule familiale et puis, ces 2 compagnies, que sont l'écriture et le dessin et la lecture, on va les joindre, avec moi déjà. Ça m'a sauvée, ça m'a littéralement sauvée. Mais le manque à plusieurs titres, oui. Et une fois qu'on est manquante, ben, c'est ce qu'il dit, on ne sait pas si on a perdu quelque chose. La veille de l'événement, on ne savait pas qu'on avait quelque chose, à la limite, au dehors de la personne que tu perds. On perd une perception de soi, je crois, on perd, une façon de s'articuler à la vie, mais on ne le sait pas. Mmh. Et adolescent, on n'a pas les moyens de se le formuler. Surtout quand on a le nez dans le guidon, non seulement du chagrin, mais d'une dépression qui a commencé, en fait, Mmh. sans être nommée, bien sûr. Parce que ni toi, ni l'entourage ne nous dit: «Hélène est en dépression» ou «Je suis en dépression». Ouais. D'où la difficulté aussi de de prendre corps ou de reprendre corps, c'est-à-dire de renouer avec, avec ce côté charnel dont finalement on s'est coupé Ah, malgré ça m'est soi. venu des autres. Ma professeure de danse et puis des autres et puis heureusement à 15 ans, je suis tombée amoureuse et réciproquement en plus, j'ai eu du bol. Bon, mais c'est là qu'on en arrive aussi à la rencontre avec, pas seulement les écrivains, mais certaines personnes dans la vie Mmh. Mmh. qui, qui nous accouchent et nous réaccouchent, nous aident à nous réaccoucher quelque part. Tu sais, en fait, pour Charles Julien, en fait, heu, il est né et après, en fait, sa mère est tombée en dépression profonde et puis Oui, elle a été internée en institut psychiatrique et lui, en fait, il relie, une part de sa propre souffrance et de ses difficultés de vie au fait qu'inconsciemment, il avait, pris pour lui le décès de sa mère. C'est-à-dire qu'il était quelque part il se sentait quelque part responsable de son décès, et de ne pas avoir réussi finalement à donner à cette mère qui était déjà forcément malade avant sa naissance, mais de ne pas avoir réussi à donner à cette mère les mots qui lui auraient permis d'aller mieux, voilà, la qui l'auraient sauvé. culpabilité La culpabilité, on de revient à de la culpabilité. du proche de l'enfant, de quelqu'un de malade ou de quelqu'un de suicidaire ou de Mmh. quelqu'un de dépressif et justement, là, c'est moi qui vais te réinterpeller sur un récit autobiographique, heu, de Gwenaëlle Aubry qui s'appelle «Personne» Mmh. et personne, ça ne veut pas dire tout le monde. Personne, c'était son père, heu, père fou, lui encore et elle dit: «On ne perd pas un père». Il est mort quand elle écrit ce texte. «On ne perd pas un père, encore moins un père qui était,
ou qui s'était lui-même perdu. C'est de son vivant peut-être qu'on l'avait perdu, qu'on ne savait plus qui il était, où il était. À présent qu'il est mort, on réunit ce qu'il a laissé. Miettes et cailloux semés dans les forêts de son angoisse, trésors et épaves. On construit le vide, on sculpte l'absence. On cherche une forme pour ce qui en nous demeure de lui et qui a toujours été la tentation de l'informe, la menace du chaos. On cherche des mots pour ce qui toujours a été en nous la part secrète, la part muette. Un corps de mots pour celui qui n'a pas de tombe, un château de présence pour protéger son absence. Mais on en revient à un moment au mutisme. Je te laisse rebondir. Ah oui, oui, oui. En fait, c'est marrant que tu aies choisi cet extrait-là parce que il me parle très fort à mesure où c'est un livre que j'ai acheté, figure-toi. C'est vrai? Oui, c'est un livre que j'ai acheté et que j'ai forcément lu. Et je l'ai acheté parce qu'en fait, à un moment donné, je sentais utile et j'en m'en sentais capable de commencer des séances de thérapie avec un psychologue. Et très rapidement, je lui ai parlé justement de mon père, entre guillemets, fou. Et il m'a invité fortement en fait à acheter ce livre Personne, justement pour un petit Je le peu, comprends. pour que je me sente moins seul et que je me sente rejoint par les mots de Gwenaël, effectivement, avec ce personne, évidemment, c'est personne, mais persona aussi, c'est-à-dire le visage, hein. Donc c'est quelque part, entre guillemets, ça a un double D'ailleurs, sens. elle Euh, dit aussi que son anima, c'est-à-dire l'image ouais, de la société, ouais, quand je disais mon père cette année-là, les mots tenaient bon. Je ne sais pas comment le dire autrement. J'avais l'impression de parler la même langue que les autres, d'habiter un monde commun, alors que d'ordinaire, prononçant ces deux mots, je voyais s'ouvrir un écart infranchissable entre ce qu'il devait évoquer chez les autres, la représentation qu'il devait se forger à partir de l'image que je m'épuisais à projeter, la plus lisse, la plus innocente, la plus transparente possible, dans l'espoir précisément de couvrir cet écart infranchissable entre les mots des autres et mon langage privé, mon père, c'est-à-dire mon délire, ma détresse, mon dément, mon différent, mon deuil, mon disparu. Et j'ai pensé à toi aussi parce qu'il m'a semblé que pendant quelques années de ta vie, voire un certain nombre d'années, tu as essayé de coller à un anima, à rentrer dans les rails pour peut-être contenir ce qui risquait de déborder et ce qui était impartageable. ouais. Et donc qui faisait écart, qui creusait cet écart entre le langage commun et ton langage privé, entre les autres et toi. Je ne sais pas, ça m'a fait penser à toi, toujours Oui, dans le livre d'Aubry. oui, mais c'est vrai qu'au départ, en fait, ce qui m'arrivait, me- j'arrivais pas à mettre les mots dessus, donc je ne comprenais pas en réalité ce qui m'arrivait. D'où aussi du coup l'incapacité de trouver les mots et donc de rester dans un état de confusion et de mutisme, hein. Euh, Ça, je pense que c'est la chose, j'ai envie de dire, la plus dramatique qui puisse nous arriver quelque part quand il y a un trauma, c'est de ne pas savoir mettre un mot sur ce qui vient d'arriver. On a besoin quand on a une maladie, le fait de savoir de quoi on souffre, c'est déjà le début pour effectivement savoir quel est le remède qu'on peut apporter. À partir du moment où on souffre de quelque chose dont on n'arrive pas à mettre un nom, une origine, etc., eh bien on reste avec ça et le travail Reste interdit. voilà, D'ailleurs, elle dit, mon père, c'est bon, différent. Elle aurait, je trouve, pu dire aussi mon indicible. ouais, Je ne l'ai pas pensé en le lisant, je l'ai pensé en te le lisant à ouais, l'instant. ouais, Ça aurait pu être aussi son indicible. ouais. D'où on en revient à la nécessité effectivement de se connaître, hein. Peut-être tu peux effectivement rebondir sur ces mots que je reprends toujours de Charles Juliet dans Lambeau, qui est pour moi le début effectivement de la guérison possible. Il dit ceci: te connaître, susciter en toi une mutation, et par cela même repousser tes limites, trancher tes entraves,
te désapproprier de toi-même tout en te construisant un visage. Créer ainsi les conditions d'une vie plus vaste, plus haute, plus libre, celle qui octroie ses instants où goûter à l'absolu. Là, on passe de ton livre personne à la construction du visage. Oui, et on passe, à mon sens, de la construction du visage, ce visage, on va dire, social, ce visage acceptable pour les autres, qui réduit peut-être artificiellement l'écart, au moment où, je crois, peut-être que Juliette, l'a vécu, je ne sais pas, je crois qu'il y a une seule alternative. Soit tu meurs, même pas physiquement, mais tu meurs intérieurement, soit, une deuxième mise au monde est nécessaire. Je crois qu'il parle de ça, en fait. Oui, Se redonner vie, puisque quelque part, à un moment, même sans être mort, on a perdu cette vie. Et effectivement, pour ça, désentraver, désencrasser, aller vers, aller plus haut, ouais, je crois que c'est ça, ou une espèce de mort, sinon physique, intérieure et douloureuse. Pas oui, comme les proches, une mort, courte et rigolote, ouais. mais une mort longue et douloureuse à Mmh. l'intérieur, qui est peut-être invisible et que peut cacher un temps, peut-être, ce fameux anima, c'est-à-dire l'image, comme dit Gwenaëlle Aubry, qu'on projette, qu'on donne à voir, qui cache qu'on n'est plus tout à fait au monde. Ouais. C'est vrai que quand tu parles, ça me fait penser évidemment à la fissure que l'on peut effectivement avoir à l'intérieur, mais cette fissure qu'on refuse finalement de laisser sointer, hein. Et Mmh. donc on garde ce visage souriant, et on se force en permanence à éventuellement avoir des relations parce qu'on ne peut quand même pas non plus rester, j'ai envie de dire, dans son ermitage, coupé du monde. Donc on doit quand même donner le change encore aussi. Donc on continue à essayer d'être Tu donnes soi à le change, l'extérieur. ça s'infecte. La plaie n'est pas soignée. C'est, j'avais trouvé un truc très beau sur la plaie, mais, là, j'ai plusieurs choses à te lire d'un autre livre qui est, pour moi assez étonnant. Tu connais, Louise Bourgeois, grande artiste, grande, sculptrice qui a en gros attendu ses 70 ou 80 ans pour avoir un écho. Mmh. Et moi, j'ai beaucoup vu, regardé, ce qu'a fait Louise. J'ai beaucoup, lu d'elle, parce qu'elle écrivait dans des petits carnets tout le temps, et beaucoup lu à son propos. Et je suis tombée sur un livre qui s'appelle «Calme-toi, lisons», c'est Louise, hein, d'un certain François Frémont, qui, à partir de tout ce qu'il sait d'elle, et il la connaissait aussi personnellement, a créé un monologue. Il fait parler Louison. Et ça me fait penser à ce qu'on disait au début, à toi bien sûr, mais à ce qu'on disait aussi au début, c'est-à-dire que l'histoire qui t'est propre rejoint les autres et les histoires des autres qui leur sont propres. Et il fait dire, François Frémont, à Lison donc: «Un jour, je me suis dit: "Tu peux toujours tailler le bois, pétrir la terre ou polir le marbre mieux que personne. À quoi cela sert-il si tu ne racontes pas ta propre histoire? De belles sculptures gratuites, vaines, inutiles, si tu n'y mets pas ton histoire. De ridicules prétentions de marbre ou de bronze, faisant briller leurs angles ou leur rotondité, rien de plus. Ton histoire, grande histoire, petite histoire, qu'elle concerne tout le monde ou seulement quelques-uns. Comment peux-tu prétendre intéresser quiconque à ton petit taillage ou polissage ou pétrissage obsessionnel s'il ne raconte pas une histoire qui te soit propre? Mais attention, ton histoire n'est pas celle qu'on t'a racontée, celle qu'on a voulu à tout prix te faire accroire. Il faut
créer ou écrire ou parler à propos de son histoire pour, dit-elle quand même, que cela concerne tout le monde ou seulement quelques-uns, mais que cela concerne les autres. Mmh. Sinon, ce que tu fais est vide, en fait, et te laisse séparer des autres ou ne les concerne pas. Ils s'en foutent. Ou ils mettent la sculpture à un coin du salon, voilà, c'est beau, c'est cher, avec des chiffres, Mmh. gna gna, mais il n'y a pas de sens. Mmh. J'aime beaucoup ce livre, Calme-toi, lisons de François Frémont. Oui, c'est très beau, hein. Mais ça revient à dire ne plus se raconter des histoires, mais Non, effectivement, et puis se laisser raconter son histoire par les autres. oui, mais oui, Dans ce livre. l'entendre, hein. Ce qui demande effectivement aussi de se couper de toute de sa propre voix intérieure qui peut être une voix ennemie. Là, je pense qu'on peut être assez perturbé par sa propre voix intérieure qui manque justement de clarté. Et puis quand on essaie de faire un peu de clarté, euh, euh, oui, il y a cette voix contraire. Donc il y a aussi un profond sentiment de solitude, de se dire à un moment donné, je vais m'autoriser à prendre soin de moi. Et le cas échéant, ça va aussi m'amener très très loin en moi, sans savoir du coup où je vais, quitte à frôler effectivement l'abîme et ne pas du tout être certain de pouvoir remonter. Et ça nécessite aussi à un moment donné, ça c'est un petit peu tout l'enjeu, je dirais, psychique aussi, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des liens réellement toxiques et qu'il va falloir manier éventuellement avec prudence et éventuellement essayer aussi de s'en défaire, quitte parfois à aller extrêmement loin et de couper des liens quand il n'y a pas d'autre solution. C'était le cas de Louise Bourgeois avec son père, Ouais. et elle est partie jusqu'aux États-Unis, et c'était très dur, très, très dur. Elle a créé, mais je crois que ce que tu dis, c'est à la fois à un prix qui coûte très cher, hein, et même la clarté, René Char, Garder le soleil, enfin, bon, je ne me reconnais rien par cœur, moi, mais tu vois ce que je veux dire? La clarté peut Mhm. aveugler, la clarté peut brûler. Mais je crois que si tout va bien, ça a deux visées, c'est-à-dire se réapproprier soi-même et son histoire, et enfin pouvoir rejoindre les autres. Tant que ce travail n'est pas fait, Oui, c'est difficile, ou alors tu fais marcher ton anima, justement. ouais. Et elle dit aussi: or, ils s'en trouvent enfants ou enfants devenus adultes, mais restés obstinément ce qu'ils furent, qui regimbent, ils contredisent, ils nient. Qui vous a permis de parler en mon nom? Surtout pour affabuler, car rien ne s'est vraiment passé comme vous le dites. Alors ils s'attellent à la tâche de donner leur vérité. Ils conjuguent imagination et mémoire pour construire leur version des faits. Nous n'avons pas vécu la même chose. Cette histoire que vous dites, je la connais pour l'avoir déjà entendue. Trop, je ne la connais que trop. Mais ce n'est pas mon histoire. Rejoue-moi la scène capitale. Reprends l'avantage. Prends ta vie dans tes mains. Ton passé t'appartient. Casse le discours ambiant. Crache dans leur soupe au demeurant déjà peu clair. Tisse ton monologue, ma fille. Voilà ce que je me suis dit. Mhm. Ben oui, c'est reprendre sa propre histoire en main, c'est-à-dire de coup aussi ne plus effectivement laisser parler les autres à sa place, hein. Et ça c'est très difficile quand on a été abusé, qu'on a vécu des expériences extrêmement traumatisantes. Du coup, ce sont les autres qui ont pris possession et de ton corps et de ton psychisme Et oui. et Et quand tu tu qui t'ont l'écrases imposé leurs par propres version. désirs, Ouais. et donc reprendre en main son propre désir, quand par hypothèse on ne sait même plus où il se trouve, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et là, je voudrais rebondir, Hélène, comme quoi les choses se mettent bien dans notre conversation, mais je voudrais Alors rebondir qu'on sur avait assez peu programmé quand même. on l'a un peu programmé, mais les textes, on ne se les a pas échangés avant. Euh, Non. mais donc, c'est un livre que tu as néanmoins lu.
Le chagrin des origines de Laurence Nobécourt, parce que je pense que quand on parle effectivement de chagrin, de trauma, ben, il faut souvent effectivement remonter aux origines. Et elle, Laurette m'a beaucoup accompagnée. Laurette ou Laurence m'ont beaucoup, elles m'ont oui, toutes les deux beaucoup accompagnée depuis ma vie. voilà, voilà. Et donc elle dit notamment ceci en parlant tout à l'heure de liens toxiques et de remise en question. Euh, Elle dit: «Il est bien difficile à qui n'a pas visité en profondeur la nature de ses propres enjeux psychiques, de comprendre et d'admettre que la seule possibilité qu'il reste parfois de manifester son amour à l'égard d'autrui est de mettre ce dernier à distance, quand bien même il s'agirait de sa propre mère.» Et j'ai trouvé un autre texte, je trouve, qui fait merveilleusement écho à ce que Laurence ou Laurette dit. Euh, Et c'est d'une autre écrivaine, on va rester avec une écrivaine, c'est une autre écrivaine que tu aimes beaucoup aussi. Ouais. Tu vas peut-être déjà me dire de qui il s'agit, mais Oh non, j'en aime plein. non. Alors c'est Chantal Akerman. Ah, Et puisqu'on parle de la mère, c'est son livre Ma mère rit. hmm. Et elle dit notamment Et le ceci. livre qui m'a rendue amoureuse d'Ackerman. Mais ben voilà. Ma mère distille une angoisse insupportable. Et on la fouille pour ne pas être contaminé. Mais on est quand même contaminé. Et ma mère sent qu'on la fouille. Et qu'on la traite comme un meuble. Enfin, pas vraiment, et même pas du tout. Mais parfois, elle sent ça, alors son angoisse monte et on la fouille encore plus. Oui. Ce qui est beau dans ce regard d'Ackerman sur elle, sa mère, dans ce livre, ma mère rit, parce qu'il n'y a pas que de la désolation, hein, et la mère n'est pas seulement. Elle aime beaucoup sa mère, hein, énormément. Ce que j'aime beaucoup dans son regard, c'est qu'elle arrive à la fois, peut-être parce qu'elle a fui sa mère et qu'elle a instauré une distance, à à la fois raconter ce qui l'a fait souffrir elle, dans ce lien, et à prendre en compte et à laisser sa place à la souffrance et à l'angoisse de sa mère. C'est-à-dire, sa mère est sa mère, mais elle la voit aussi à la distance, elle voit la femme qui souffre aussi, comme elle voit celle qui rit, parce qu'elle la voit sous tous ses angles. C'est, en dehors de l'écriture, c'est ce qui, je trouve, fait un très beau double regard. Le regard de l'enfant, euh, bouffé par sa mère, culpabilisé par sa mère, angoissé par l'angoisse contagieuse de sa mère. Et, mais si ma mère a une angoisse contagieuse, c'est que ma mère est angoissée. Ouais. Donc elle aussi souffre. En fait, moi, il me semble que c'est des souffrances qui s'alimentent, qui se renvoient l'une à l'autre. Mhm. Mais il n'y a pas que, et ça aussi c'est bien parce qu'on est dans une époque très, on se lamente tout le temps. Il y a la place au rire, il y a la place au jeu. D'ailleurs, elle a filmé sa mère. Elle a fait jouer, elle a fait entrer sa mère dans son jeu, c'est le cas de le dire. Et d'abord, son premier film, elle l'a tourné dans la cuisine de ses parents, avec sa mère. Et sa mère lui a dit: «Vas-y ma fille». Elle avait quand même une fille un peu singulière, hein, et en plus qui se voulait artiste, qui faisait du cinéma dans sa cuisine, qui leur a dit: «Maman, papa, je suis lesbienne». Enfin bon, comme tu sais, Oui, «Non, non, vas-y, allez, et moi je peux jouer?» Il y avait ça aussi. Donc mais, et moi je vois par rapport à ma propre mère, enfin plutôt à la relation qui était un peu plus complexe, parfois très violente, et qu'il y a aussi cette façon, moi aussi parfois j'ai fui ma mère, où je me suis tenue très à distance, mais une façon de recréer le lien après la distance prise, et ce lien devient autre. Là aussi, c'est une forme de renaissance, mais pas d'un individu, mais d'une relation. ouais. Parce que ça aussi, on peut, alors, parfois en bricolant, il faut que les 2 le veuillent. Pas non plus, on ne peut pas le faire tout seul, on ne peut pas réparer un lien tout seul, ça implique au moins 2 personnes. Mais je pense que quand la distance est prise, il y a au moins une chance, je ne veux pas être trop optimiste, il y a peut-être une chance sur 1000, une chance sur 1 milliard, mais tu as une chance de pouvoir reprendre comme on reprendrait une sculpture, une peinture, sur laquelle on en a chié Mhm. et puis qui est ratée et puis qui quand même nous tourmente et tout ça. Eh ben, allez, on s'y recolle, c'est le cas de le dire. Ouais. Mmh. Sans adhérer, sans adhérence et sans adhérer.
Mais le lien aux parents, évidemment, quand je t'écoute, c'est vrai que c'est un extrêmement complexe, souvent fait d'amour et de haine. C'est le Euh, premier autre, le parent. oui. Et du coup, parfois, la relation a beau être complexe, nocive, on a du mal à prendre éventuellement ces distances. Il y a aussi là, quelque part, évidemment, un enjeu qui est lié à la culpabilité de se dire, ben, c'est quand même ton parent, c'est ton géniteur, donc un minimum de respect, un minimum Donc, d'éducation. à un moment, je crois qu'il y a en balance la culpabilité, l'instinct de survie Ouais. et la haine, mais aussi l'amour. Et on veut survivre, on hait parfois, on fuit, on revient, on refuit, on la refait. Là, c'est ma mère rit, c'est la fin de la vie de la mère d'Ackermann, hein. Elles ont fait tout ça, elles l'ont fait une fois, 1000 fois. Là, à l'occasion de cette fin de vie, hem, mais ce qui est bien, c'est qu'elle va pouvoir vraiment pleurer, sa mère qui rit. Elle va pouvoir vraiment la pleurer. Elles auront fui, elles se seront haïes, mais dans ce livre, apparemment tu l'as lu, il y a beaucoup d'amour, je trouve. Hmm. Mais elle a désadhéré, elle est plus collée à ça. C'est justement, je crois, quand le parent peut devenir un autre comme tout le monde et pas seulement être réduit à mon papa, ma maman, mais ah, c'est un homme, c'est une femme. Ce n'est pas que mon père ou ma mère. Et pareil pour le parent, mon enfant n'est pas ma chose, mon enfant. C'est à partir de là que peut-être, si tout va Ouais. bien. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est quand même, euh, ici, on voit quand même qu'il y a une complicité entre la mère Oui, et la fille, et c'est réciproque, mais ça, quand même, franchement, quand on a souffert d'un parent, c'est un très très long chemin que de se dire, je vais essayer d'abord de décanter ma propre histoire, donc porter un regard sur moi, prendre soin de moi, et être suffisamment bien dans un second temps, éventuellement si on le souhaite, pour essayer d'entendre et de comprendre la souffrance de l'autre, et ici en l'espèce de son parent, parce que dans un et premier en temps, ce qui justement, il y a ce concerne côté fusionnel. suffisamment bien, c'est difficile vu qu'elle était bipolaire, avec elle aussi plusieurs internements quand même, hein. Donc être suffisamment bien pour Chantal Akerman, qui connaissait surtout des phases maniaques ou dépressives, là, il fallait qu'elle soit à un point d'équilibre, Ouais. qui est donc, un peu un temps de grâce, là, dans ce qu'elle raconte en fin de compte. Oui, c'est ça, c'est raconter les choses au plus juste Parce qu'elle dans était une malade, situation. Bergman. On peut être absolument génial comme artiste et comme être humain et Ben être oui, oui, malade, ça n'empêche pas, hein. ouais, Heu, alors à propos de distance, juste distance, mais pas que, à propos de rejoindre les autres et donc là, ça me fait penser à ta démarche, à ton histoire. J'ai ressorti de mes étagères un livre qui s'appelle, je ne sais pas si tu connais, Examen d'empathie, non, je connais pas. Leslie Jamison. Encore une nana. Je ne sais pas si on aura le temps d'arriver au mec. Heureusement que tu as heureusement que tu as Charles pour qu'il y ait des hommes. Voilà. Alors ça, tout me fait penser, mais on ne peut pas tout lire, hein. Non. Heu, l'empathie, ce n'est pas seulement se souvenir de dire: «Ça doit être vraiment dur». Tu vois, par exemple, par rapport à quelqu'un qui est en dépression. «Oh, ça doit être dur, hein». L'empathie, ce n'est pas seulement se souvenir de dire: «Ça doit être vraiment dur». C'est comprendre comment éclairer la difficulté afin de l'apercevoir un tant soit peu. L'empathie, ce n'est pas seulement écouter, c'est poser les questions dont il faut entendre les réponses. L'empathie exige de s'interroger autant qu'imaginer. L'empathie impose de savoir que l'on ne sait rien. L'empathie implique de prendre en compte un horizon contextuel au-delà de ce que l'on peut voir. L'empathie signifie que les contours d'un traumatisme ne sont jamais nets. Le traumatisme saigne, hors des blessures et à travers les frontières. La tristesse se transforme en convulsion. L'empathie nécessite une autre forme de porosité en réponse. L'empathie vient du grec empatheia, en à l'intérieur et pathos, souffrance, ce qui est éprouvé. Une pénétration, une sorte de voyage.
Cela suggère que l'on s'introduit dans la douleur d'autrui comme on entrerait dans un pays étranger, franchissant frontières, services d'immigration et autres douanes, soumis à des questions telles que: qu'est-ce qui pousse là où vous habitez? Quelles sont vos lois? Quels animaux paissent dans vos prés? Oui, c'est un beau texte et c'est vrai que le mot empathie est un mot magnifique. C'est quelque part être ou devenir capable de se mettre à la place de l'autre. Tout en Euh, sachant que l'on ne sait rien. Bien sûr, oui. Donc, Mais on ne sait rien et on sait un peu quand même et on sait un peu quand même du drame qui se joue chez l'autre. Parce que de nouveau, je pense que le partage avec autrui dans ses abîmes n'est réellement envisageable et possible que si soi-même on est passé par une expérience similaire qui est son cas évidemment. voilà, Et, qui t'a confronté à ce qu'il y a de plus, de plus intime, de plus étranger, douloureux, étranger à ce que l'on aurait voulu être. Donc ouais, un c'est pays aussi, étranger. voilà, c'est se voir tel que l'on est. C'est justement faire Mais tomber les c'est un masques aussi. effort. Tu sais, on parle d'effort d'imagination. C'est un effort. Et dans une époque où on nous emmerde toute la journée avec l'authenticité, je veux dire les poils aux pattes parce que c'est authentique et tout ça, le bordel, machin. Leslie Jamison ajoute: l'empathie n'est pas seulement quelque chose qui nous arrive, une pluie d'étoiles filantes traversant les synapses du cerveau. C'est aussi un choix de notre part, faire attention, élargir le champ de notre être. Cela relève de l'effort, ce cousin démodé de l'impulsion. Parfois, nous nous soucions de l'autre parce que nous pensons devoir le faire ou parce qu'on nous le demande. Mais ce n'est pas pour cela que notre intention est vide. L'acte de choisir signifie tout bonnement que nous nous sommes consacrés à un ensemble de comportements plus large que la somme de nos inclinations individuelles. J'écouterai ta tristesse, même si je suis affligée par la mienne. C'est presque chrétien. Mhm. Lorsqu'on dit faire semblant, il ne s'agit pas tant de réduire que de reconnaître l'effort, le travail, les mouvements, la danse, nécessaires pour se glisser dans l'état émotionnel et spirituel de l'autre. Confesser qu'il y a un effort écorne l'idée que l'empathie devrait toujours surgir spontanément, qu'authentique signifie la même chose qu'involontaire, qu'un comportement délibéré est l'ennemi de l'amour. Mais je crois à l'attention et je crois au travail. Je crois à l'utilité de se réveiller en pleine nuit, de faire ses valises et de laisser derrière soi les pires facettes de notre être pour en trouver de meilleures. Se réveiller et décider de se lever le matin pour rejoindre l'autre, Mhm. comme faire un Ouais, effort d'imagination. ouais. Et ça, j'aime bien aussi, j'aime bien ce livre d'ailleurs. Et c'est se rendre Alors, disponible à comme c'est l'autre. la démarche, me semble-t-il, à la jointure de l'être, donc de l'autre. Petit à petit. Mais c'est vrai que c'est se rendre disponible à l'autre, hein, et comme tu le dis très justement à travers les mots que tu cites, ça demande un effort. C'est-à-dire que si spontanément on se laisse submerger par ses propres inquiétudes, alors la journée va se passer finalement à côté des autres. Et il suffit parfois de prendre conscience, de dire voilà, il y a une journée qui va commencer, qu'est-ce que je compte en faire? Qu'est-ce qui est important? Il y a certes le travail à accomplir, mais en même temps, il y a les relations. Et la relation avec les collègues de travail, tu peux voir ton collègue entre deux portes, comme tu peux prendre le temps de lui dire bonjour. Ça coûte pas tellement plus, mais ça change quand même la donne, quoi, sur une journée Tu lui fais une place, tu le prends en voilà, considération, voilà, même si ça te ouais. coûte un petit effort, qui est quand même pas considérable. Mais moi, je suis comme elle. Je crois c'est facile. Ma mère m'avait dit ça une fois. J'étais très, très, très généreuse quand j'étais jeune, je veux dire de mon temps, de ma vie, de mon corps, de mon fric, de tout, voilà. Mais avec les gens que j'aimais vraiment. Et un jour, elle m'avait dit: «Mais c'est très facile de donner parce qu'on aime et qu'on a envie de donner». Et c'est un peu de faire l'effort de donner quand on n'a pas envie à quelqu'un que tu aimes un peu moins. Mm. Je dois dire que ça m'avait fait réfléchir et que le livre de Leslie Jamison
a approfondi cette réflexion des décennies plus tard, mais il est aussi question à nouveau de la bonne distance. C'est ne pas non plus mettre complètement sous le boisseau ta tristesse, par exemple, dans l'exemple qu'elle donne, mais bien que tu sois affligé d'une tristesse, faire l'effort de prendre en compte la tristesse de l'autre s'il l'est. Ouais, Ça coûte, donc c'est un effort et un ouais, effort délibéré. C'est pas: «Oh, je te saute au cou parce que ça me vient comme ça». Il y a quand même pas que ça. Ça, c'est de l'élan, c'est pas tout à fait pareil. non. C'est de l'impulsion comme elle dit. L'effort, ce cousin démodé de l'impulsion et aujourd'hui, moi je trouve, je l'ai écrit dans un livre, faire semblant, c'est déjà une forme de respect. C'est comme, je vais me mettre des mottes de gonzesse sur la gueule, mais se maquiller ou se fringuer correctement, c'est pas seulement pour sa pomme. «Ah mon Dieu, j'ai pleuré toute la nuit, je veux que tout le monde le voie et voie ma sale gueule». Bah non, non, Mmh. sauf si je veux que tout le monde me plaigne. «Oh, elle a beaucoup pleuré la pauvre Hélène, oh!» Tout dépend des intentions qu'il y a derrière, oui, c'est sûr. Il y a aussi une forme de politesse, ça Oui, 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 c'est ça. C'est ça, ne pas obliger l'autre à voir ta propre souffrance si, et ta sale si gueule quand elle est mais bon, tu sais, on dit quand même souvent effectivement, que c'est aussi, enfin que les vrais amis se reconnaissent évidemment aussi en fonction de la situation que tu es en train de vivre, hein. C'est vrai que de nouveau là, dire, comment tu vas quand tout va bien, c'est une chose, mais, pouvoir se dire et que l'autre effectivement tu saches qu'il va être en mesure de réellement t'écouter, c'est voilà, ce que c'est me vrai disait un que ami hier au téléphone, bonjour Samir, il me disait: «Ça a changé les liens. Non seulement on se parle plus, mais on s'écoute plus». Ce oui, contexte qu'on partage planétairement. oui. En fait, quand à un moment donné, chacun est présent pleinement à soi et du coup est capable d'être présent pleinement à l'autre, enfin pleinement, autant que faire se peut, mais peut-être plus que par habitude ou que d'habitude. Parce que c'est vrai que on peut évidemment essayer d'être empathique, bienveillant, etc. Et ça, c'est vrai que c'est quand même entre guillemets un idéal, mais en même temps, c'est par moment Oui, que l'on est dans des dispositions telles qu'effectivement on a conscience et on a quelque part l'énergie, la volonté nécessaire pour mettre l'autre quand on va trop mal, on peut pas, en en fait. priorité. Là, elle parle de tristesse, elle parle pas Ouais, d'effondrement psychique, hein. non, Et quand tu es effondré psychiquement ou que tu fais une dépression grave comme, ça nous est arrivé à tous les 2, tu peux bien vouloir ce que tu veux, hein. Justement, tu peux plus rien vouloir. Tu non, voudrais vouloir éventuellement non, tu peux même plus vouloir. Alors, vouloir faire l'effort d'aller demander au voisin s'il a besoin qu'on lui fasse ses courses alors qu'on n'arrive déjà pas à sortir de chez soi, ouais, impossible, ouais, ouais. pas possible. Peut-être pas exagéré non plus. Ah moi, à un moment, je pouvais pas sortir de chez moi et si je sortais, je tremblais. Les lèvres, les mains, tout tremblait. Oui, oui, Donc ben oui. j'allais pas proposer à mon voisin de lui faire ses courses, je Ah pouvais ben pas. non, 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 déjà aller voir le voisin, c'était compliqué, donc non, mais Déjà, ça moi, c'est, faire les miennes, hein, j'y arrivais pas toujours. Donc effectivement, faut pas et puis on n'est pas des saints non plus, hein, faut pas se mentir, pas non, non, on n'a même pas envie. non, on sera pas sur les hôtels. On n'aura pas le truc là, l'accessoire de mode, des égouts. Ah, mais ça, oui, ça c'est vrai que quand à un moment donné on est très très croyant, alors on s'imagine devoir se conformer aussi à un modèle. Tu vois, c'est là aussi quelque part que de nouveau on ne se respecte pas, hein. On te donne des modèles, quels qu'ils soient religieux ou autres, des modèles à suivre, et en fait à chaque fois tu te renies, hein. C'est grave en fait aussi ça. Surtout que Enfin, les soi-disant saints, enfin ou pourquoi pas, oui, mais par exemple, là j'ai en tête Catherine de Sienne, c'était pas un modèle d'équilibre, hein. non, en plus, Elle allait pas très, très, très bien, hein. non, Elle non, buvait pas, elle souhaitait toute la journée, bon, il y en a, on a dit qu'elle était sainte, d'autres auraient pu dire: «Foutez-la-moi en HP parce qu'elle fait des ordres dans la maison». Ah, après c'est une question de perspective, hein. oui. J'aime bien Catherine de Sienne, mais toi, je veux pas je veux c'est ma sainte préférée. Enfin, elle est complètement toquée quand même. Starbée au maximum. Ouais. Beaucoup, beaucoup, Alors beaucoup de ça, personnes. c'est marrant, mais c'est quand même pas de notre faute si elle avait envie de s'autoflageller, chérie.
Non, mais en même temps, c'était quand même considéré comme quelque chose de Ah, en quoi ça servait à qui qu'elle se fouette? d'admissible, quoi. Ça Ce servait qu'on à personne qu'elle se fouette. Ah, mais ça, spirituellement, on peut tout, religieusement plutôt, on peut tout. Vaut mieux donner du On- pain au voisin, j'y tiens, à mon voisin, Oui, oui, enfin, ça lui sert plus que de savoir que je m'autoflagelle toute la journée. oui, oui. Mais bon, tu peux faire les deux aussi, hein. En même temps, Enfin, non, idéalement. tu vois, Sinon, le voisin, de nouveau, tu vas pas, tu vas de nouveau le lui voisin va appeler les urgences psychiatriques. tu Je vas le pas dire forcer à la dire, merde. mais ma pauvre Hélène, tu ne vas pas bien, qu'est-ce qui se passe? Il va faire un effort d'empathie. Ouais. Ouais, pour le coup, là, il va devoir vraiment garder un visage très sérieux. Facile et rassurant, en se Hmm. disant: «Putain, merde, je suis à côté d'une folle. Elle est là sur mon paillasson». Ouais. Non, mais c'est vrai. Bon, mais là, je pense que on va quand même déjà assez loin. Et finalement, il y a quelque chose que je veux aussi te partager par rapport à un autre auteur que nous apprécions tous les deux, même si je pense que toi, tu le connais mieux, qui est aussi quand même quelque part quelqu'un d'extrêmement torturé. Sinon, quelque part, il ne serait pas allé aussi profondément. Mais Manuel c'est Carrère. Samuel Beckett. Ah! Ah, c'est mon amoureux. Parce que bon, on est quand même parfois un petit peu torturé, donc du coup on se pose quand même beaucoup de questions que d'autres peut-être dans la vie ne se posent pas de la même façon ou Les pauvres, ils se laissent vivre peut-être un peu plus facilement que nous de temps en temps pauvres aussi. pas torturés. Moi, des fois, je les plains. Oui, Pas marrant de pas être torturé, des fois. je sais pas, ça dépend, «Oh, ça il dépend, t'embête pas, ça dépend, ça dépend des jours. Donc il dit ceci, je ne poserai plus de questions. Il n'y a plus de questions, je n'en connais plus. Elle sort de moi, cette voix. Elle me remplit. Elle clame contre mes murs. Elle n'est pas la mienne. Je ne peux pas l'arrêter. Je ne peux pas l'empêcher de me déchirer, de me secouer, de m'assiéger. Elle n'est pas la mienne. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de voix et je dois parler. C'est tout ce que je sais. Beckett avait des voix en lui, pas au sens psychiatrique du terme. Non. Moi, je crois que c'est le cas de beaucoup d'écrivains. Lui, il a poussé le bouchon, jusqu'à enfin, c'était pas un tiède Beckett, quoi. Il y allait carrément ou il y allait pas Ouais. du tout, hein. Et lui, il a désespéré un psychanalyste londonien qui était quand même un disciple de Freud, qui lui a dit au bout d'un moment: «Écoutez monsieur, je ne peux rien faire pour vous». Il est à nouveau question de la distance avec la mer. Il lui a dit: «Tout ce que vous avez à faire, là, vous êtes votre mère est en Irlande, ici nous sommes en Angleterre, c'est pas assez loin. Il faut au moins que vous traversiez la Manche». Bon, déjà, voilà, une psy, Beckett comme patient, hein, ça rame, hein. Et après, il avait ses voix et moi j'ai des voix. Je veux dire, je pas des hallucinations, des voix. Dieu ne me parle pas encore. Il ne me parlera jamais, il fait la gueule. Mais c'est pour ça que j'écris aussi. Parce que ces voix qui quand même viennent de moi. Ouais, après j'appelle ça des fictions, ouais, mais c'est mes autres voix. Pas facile. Il y en a qui sont très désagréables et dont tu peux rien faire, à part te cogner la tête contre les murs, être assiégé, être comme ça, angoissé. Et encore une fois, ça relève peut-être plus d'un morcellement, beaucoup plus que d'une psychopathologie. C'est quand même très difficile de faire un avec soi-même. Beckett, c'est ce qu'il dit. En fait, ces personnages sont hyper seuls, ou alors ils attendent Godot. Bon, il n'arrive jamais, hein, c'est bien ce qui se passe. Mais pas tout seul. Il y a Vladimir, il y a Estragon, il y a Loki, enfin, parce que sinon, si tu attends Godot tout seul et qu'il vient jamais, là, c'est tire une balle. Mais il y a un morcellement. D'ailleurs, lui, il a écrit dans plusieurs langues, c'est pas rien. Il était polyglotte. Pour tous ces mots, toutes ces voix, une langue lui suffisait pas du tout. Il exigeait même au début, après son éditeur lui a dit: «Arrête de déconner Sam, tu as pas le temps», de traduire tous ses livres lui-même en je sais pas combien de langues, en plus d'écrire les nouveaux.
Et Mathieu Lindon, le fondateur de Minuit, je ne sais plus si c'est Mathieu ou un autre, c'est Lindon en tout cas, qui était son pote, lui a dit: «Arrête, tu déconnes, on va bien te trouver une bonne traductrice allemande». Ouais, Mais il avait l'habitude d'écrire en langue étrangère. Il avait, je crois, beaucoup de langues étrangères et de voix étrangères en lui. Le miracle, c'est qu'il a su en faire une œuvre cohérente. C'est-à-dire que son œuvre a rassemblé ce grand corps morcelé, très beau de Samuel Beckett, quoi. ouais, Et à mais propos de Beckett, Louison, le condor, bilingue, c'est Beckett. Un vide rime avec un autre, c'est un fait. Qu'est-ce qui peut bien sortir du vide? Un cri. Est-ce que le cri remplit le vide ou est-ce que le vide se vide en criant? Avec de vieux chiffons, j'ai sculpté l'effroi. Vertu des orifices, évacuer. Ouvrir les vannes, lâcher tout. Je pense au cri muet de Munch. mmh, Je pense au cri muet des papes de Bacon, en cage eux aussi. Au cri muet de la tête sur tige de Giacometti, encore un fabricant de cages. Au cri de la nurse sur les marges d'Odessa dans Potemkin. Je me suis trompée, c'est pas là qu'il y a Beckett. Mais voilà, ce cri, aussi des gens en cage. Beckett était encagé par sa mère. Encagé. Encagé dans son pays, enfin même au-delà, dans le Royaume-Uni entier. Encagé. Et en fait, il s'est très peu déplacé. Enfin, il n'a pas été très loin du reste, hein. Il a traversé la Manche. Il a voyagé, il s'est remis au monde dans ses œuvres, je crois. Je ne pense pas qu'il y avait dans sa tête une idée d'autothérapie d'ailleurs, d'auto-analyse. Je ne pense pas. Il donnait corps à ce qu'il avait en lui qui l'assiégeait. mmh, Et c'était une façon d'ouvrir les vannes et tout lâcher, tout en étant structuré. Parce que le langage donne une forme aussi. oui, mais en même temps, ce que je dis souvent, c'est que malheureusement, enfin, moi évidemment, quand tu es au plus mal, tu as besoin de voir le parcours, que ce soit d'un homme ou d'une femme, qui effectivement a été très douloureux, mais qui en même temps est un parcours qui va vers la lumière. Nobécourt, c'était très douloureux son histoire, mais elle va vers la lumière. Charles Juliet, c'était très douloureux, mais il est allé vers la lumière. Il a même écrit un livre, un journal qui s'intitule Apaisement. Beckett n'est jamais parvenu en fait à l'apaisement, et c'est pour ça à un moment donné que Charles Juliet lui-même en fait, qui était en contact avec lui, a pris ses distances parce qu'il avait l'impression que il était trop pris encore par sa propre souffrance. Il est extrêmement noir quand même, Beckett, quand il écrit. Et très, très drôle. J'ai fait hurler Ouais, de rire des amis en lisant des Beckett. Et je le dis pas de façon rigolote. C'est l'humour noir, d'accord, c'est pas de l'humour rose. L'humour rose n'est pas drôle, de toute façon. C'est ouais. comme en bonne conscience, il n'y a que la mauvaise qui est utile. L'humour, le seul drôle, c'est le noir, je crois. Et tu vois justement Beckett ici, j'ai une de ses phrases sous la main. Moi, dont je ne sais rien, je sais que j'ai les yeux ouverts à cause des larmes qui coulent sans cesse. Il parlait aussi beaucoup de ses yeux écarquillés. Il en voyait tellement. Ça me fait penser, je ne sais pas si on a le temps, ni si je vais le trouver. Non, hélas, parce qu'à un moment, j'aurais voulu la lire elle aussi. Heu, Dans le livre de Joyce Orman «À la folie», un psychiatre dit que le fou, c'est quelqu'un qui scoltine beaucoup plus violemment que quiconque le réel. Il le voit plus, il en entend plus, il est Hmm, fracassé par le réel. Ce n'est pas le fou n'est pas à côté du réel, il se le coltine en pleine face. C'est un accident d'avion à chaque fois, c'est un crash à chaque fois, le réel le fait exploser, l'excès. D'un autre côté, elle écrit, elle parle d'un fou. Bon, eux, lui, préfèrent être dit fou que schizophrène. Ils détestent qu'on le catalogue, ce monsieur. Donc, fou. Il dit: «Et si je demandais à Franck d'envisager un monde sans fou?» J'imagine que sa réponse serait ambivalente. Il dirait sans doute qu'il n'est pas fou, puis qu'il l'est et qu'il nous emmerde.
qu'il n'est pas d'accord pour ce monde sans fou, qu'on cherche à l'amputer de ses pouvoirs. La folie est son privilège, son orgueil, son butin, à le priver de sa magie et qu'il ne peut pas vivre avec nous dans un monde aux dimensions réduites. Il ne parlerait pas de sa souffrance. Il dirait que je le jalouse, que je ne soupçonne même pas l'étendue de ses visions, les yeux écarquillés et pleins de larmes de Samuel Beckett, que je suis envieuse et impuissante. Je n'aurais sans doute pas de réponse. Ma question serait réfutée, réduite en cendres. Je ne saurais pas lire le visage christique et énigmatique de Franck, cette moue ironique et affectueuse. Il fut des civilisations où le fou était le sage. Il en est encore. Oui, oui, c'est vrai on a une image très, très péjorative finalement de ce qu'est censé être un fou. Je pense dans l'imaginaire, on imagine quelqu'un On a qui est. peur du fou. Le fou est fait par l'autre. Le fou, dans le même livre, à la folie de Gilles Sarment, je ne sais plus si c'est un psy ou un infirmier qui lui dit, le fou interné à la demande d'un tiers, c'est un problème moins médical que familial. Il y a les effets de la maladie sur l'entourage davantage que la sévérité des troubles eux-mêmes. Il y a qu'on ne peut plus assumer un frère qui divague sur les extraterrestres, une mère excitée et nymphomane. Ce sont souvent des hommes et des femmes qui ne veulent plus aimer ni travailler. Que deviennent alors à leur côté nos raisons de vivre et la marche réglée du monde? À un moment, Joyce Sorman aussi, enfin quelqu'un dans l'hôpital, un soignant, lui parle de la pelote psychosociaux, familiaux, machin. C'est-à-dire que qu'est-ce qui constitue la folie? C'est un ensemble de facteurs. Mhm. Et il y a aussi que l'autre, à un moment, ne peut plus vivre avec. Et puis, je crois qu'il interroge, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas insoutenable et qu'il ne fait pas d'énormes dégâts, hein, mais il interroge ce qu'on considère comme une norme dans laquelle on est installé, ou du moins on s'y efforce de s'y installer, d'y faire sa place. Alors c'est dérangeant. Beckett n'était pas fou, je crois même pas. Je crois que sa lucidité, pourquoi ses yeux étaient écarquillés en larmes. Lui, il a vraiment regardé le soleil en face. Et pas sur un transat avec Pina Colada, quoi. Non, pas du tout. Mais ce qu'il y a, c'est que quand je t'entends parler, je me dis évidemment que finalement, que ce soit le fou, le dépressif ou les personnes un petit peu atypiques, en fait, le gros problème, si je puis dire, par rapport aux autres, c'est qu'elles dérangent, parce qu'en réalité, c'est un peu ce que tu disais en filigrane, mais euh, si elle est folle, si elle est dépressive, c'est parce il y a un problème, et le problème, souvent, il surgit de l'entourage. Et Donc, parfois, la personne folle ou dépressive impose un questionnement qu'on n'a oui. pas du tout envie de se taper. Non, c'est ça. Mais bon, en même temps, évidemment, j'ai envie de dire, il y a ceux qui entre guillemets, sont fous et parviennent néanmoins à faire une œuvre vraiment, j'ai envie de dire, qui pour le coup, Et ceux-là ne sont tient, déjà pas fous. tient debout. Mais il y a tous ceux, évidemment, qui sont simplement sous camisole chimique et qui passent effectivement leur vie entre quatre murs et qui ne créent pas quelque chose à partir de leur propre souffrance. Et ça, évidemment, on en revient un petit peu à la notion de résilience tout à l'heure. Il y a ceux, entre guillemets, qui s'en sortent après avoir fait un gros travail sur eux. Et puis, il y a malheureusement celles et ceux qui ne s'en sortiront pas, quoi. Ça, c'est aussi une réalité. D'ailleurs, quand ils guérissent, dans ce même livre aussi, une psychiatre dit qu'elle redoute que Franck guérisse parce qu'il va sortir. Il sort et puis il revient. Parce qu'en fait, un fou privé de son délire, bon, a cet accident avec le réel qu'on sait, et s'ennuie aussi. Et donc, un fou guéri devient un dépressif. Il est plus habitué. Il faut que tu lises ce livre. Il faut que tout le monde lise à le livre de Joyce Sarment. C'est un ordre. Oui, parce que ça, en plus, tous les aspects, y compris la place de l'auteur, sont pris en compte et sont intéressants. Oui, il faut que tout le monde lise à la folie. De toute façon, je vous montrerai les bouquins. Oui, on fera quelques liens aussi en dessous. Mais en fait, Hélène, si on veut tout doucement s'acheminer vers la fin, j'ai quand même envie de te poser une question. Parce que bon, on a déjà échangé quelques fois. Je pense que tous les deux, Quelquefois,
Oui, quelquefois. Arrête pas. Et on a quand même tous les deux, je dirais un petit peu ce cheminement semblable qui est lié aux épreuves traversées. Mais donc du coup maintenant, euh, comment tu te définirais en fait? Tu as l'impression avec tout ce que tu as vécu, le travail que tu as fait au travers de tes mots et ceux des autres, tu as l'impression vraiment de quand même d'être sorti en grande partie de la profonde douleur qui était la tienne, ou bien tu as l'impression que tu en es encore là où tu étais avant? Ah non, Dieu merci, je ne suis pas Non. encore, bon. Mais en fait, d'abord, non, je ne me définis pas, je ne définis pas les autres non plus, parce que je trouve que c'est tout réducteur. Oui. Je ne sais pas si j'ai un seul moi, je ne sais pas s'il est très défini, je pense qu'il est très fluctuant. Je suis quelqu'un, c'est très à la mode aussi, alors je suis désolée, je vais être à la mode, dit hypersensible, ça veut dire que le bonheur, je le ressens plein fouet, mais le malheur aussi, l'angoisse, tout ça. Euh, mais je crois pas être, j'ai eu ma première injection contre le Covid, mais je ne crois pas être vaccinée contre la dépression. Et à ma connaissance, le vaccin, on va l'attendre longtemps. Donc, par contre, c'est comme une espèce de vieille coloc assez malfaisante qui a envie de te foutre de l'arsenic dans ta soupe. Tu sais que tu dois vivre avec. Au début, tu ne te méfies pas. Voilà, elle arrive comme ça, c'est sournoise. Hmm. Après, tu as vu, une fois qu'elle t'a foutu par terre, une fois, deux fois, trois fois, tu es vigilant, tu ouvres l'œil. Et quand elle te fait ta soupe, tu te regardes. J'en suis un peu là. Hmm. Je suis, j'ai eu des signes avant-coureurs d'autres dépressions. J'ai trouvé des parades. Et puis, je me projette moins, je me dis moins, parce qu'un des trucs de la dépression, c'est de se dire que ça finira jamais. Hmm. J'échappe à la dépression, on me dira, attends, déjà, survie à ce jour. Je fais comme les alcooliques anonymes, 24 heures, un jour après l'autre. Hmm. C'est plus surmontable comme ça. La Ouais. montagne est moins écrasante, la montée moins décourageante. Et puis après, ben, ouais, ben, je continue comme enfant, comme ado, comme toujours, écrire, dessiner, peindre et les belles rencontres. Les autres, Ouais, les autres. tu peins quand même de manière, bon, de nouveau, on va pas généraliser, mais il me semble, je me trompe peut-être complètement, mais que tu mets davantage de couleurs maintenant dans tes peintures qu'au début. C'est pas révélateur parce que j'ai Non? redécouvert une technique que j'avais oubliée depuis 30 ans, qui est l'encre de Chine. Alors l'encre de Chine, il y a le noir, hein, ça. Hmm. Mais l'encre de Chine, c'est aussi une mine de couleurs, de transparence. À partir du moment où je travaille l'encre de Chine, soit effectivement je fais du noir, soit là, ça me donne envie de réexplorer toutes les couleurs qu'il propose. Maintenant, je voudrais te poser une question. Tu te définirais comment? Comment vas-tu? Ah ben écoute, c'est un peu comme toi, c'est en dents de scie, mais je trouve que ce qui est très très important, blague à part, c'est que euh, il faut en fait s'autoriser à être ce que l'on est, comme l'on est, avec ses hauts et ses bas. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a un moment où quand tu vas mieux, tu dis, ah, ça y est, je vais enfin mieux, et donc, non, c'est terminé. Et donc, du coup, évidemment, la chute est d'autant plus douloureuse, tu te dis, bah, purée, je suis de nouveau retombé. En fait, non, c'est pas que tu retombes, c'est que simplement, ça fait partie de ton quotidien, de ta vie, et que si tu parviens effectivement à prendre cela comme un événement parmi d'autres, j'ai envie de dire, eh bien, la vie, du coup, devient plus légère. Mais pour répondre quand même un peu plus précisément à ta question, pour pas me défier, pour pas trop me défiler. C'est vrai que, bon, tu sais, moi, je l'ai souvent écrit à l'époque. C'est vrai que j'ai ressassé très très longtemps les mêmes choses, en fait, parce que je ne parvenais pas à sortir de ce carcan qui était l'enfance et la religion, pour faire bref. Et petit à petit, j'ai quand même senti que le, que le carcan commençait un petit peu à s'effriter quand même, et que donc les limites qui étaient les miennes, qui étaient extrêmement étroites, petit à petit, en fait, elles sont un petit peu étendues. Donc c'est évidemment aussi lié au désentravement dont parle très bien Charles Juliet. Et donc, quand même, à certains moments, se dire que la vie peut être légère, qu'on peut être enfin en lien avec soi et du coup avec les autres, pour moi, c'est quelque chose.
bah oui, c'est quand même finalement pour moi c'est le signe quand même que quelque chose a changé, qu'il y ait une mutation pour reprendre le mot de, de Charles Julier. Parce que sinon, franchement, je serais pas là à te parler si j'étais Et moi, je encore. crois que tu le prouves très souvent, et là encore, hein, que Mais tu... Mais et réciproquement, Hélène, parce que je pense que prendre la parole, pour toi comme pour moi, ça n'a pas été Voilà, une sinecure. cauchemar, putain. Voilà. J'ai un ami qui m'a proposé de faire un stage de théâtre au mois d'août, je l'ai traité de fou furieux alors qu'il me connaît depuis... moi, Oui, tout ça, c'est... moi, j'aime l'ombre, j'aime derrière le rideau, je déteste. C'est toi, hein. Enfin, avant, c'était Anne, c'est-à-dire des gens avec qui j'ai un... En fait, ça devient plus un rapport avec vous, et après, si ça fait oui, tant mieux. Mais en fait, ce que tu me disais, avec tes hauts, tes bas, et comment... ça me faisait penser aux arts martiaux, j'en ai jamais pratiqué, mais où on te dit, ne lutte pas contre l'adversaire, mm, épouse-le. Et je crois que nos trucs à nous, là, sont un peu comme des adversaires quand même, hein. On apprend peut-être un peu à épouser le mouvement ou la vague, alors là, on fait oui, du surf, et que oui, on est en haut, puis, mais on se noie plus complètement, on ne croit pas qu'on est en train de se noyer quand on est en bas. c'est ça. Mais je crois que tu as mis le doigt sur quelque chose d'important qui est ne pas lutter contre. Parce que quand on veut lutter contre, finalement, on redouble de la résistance et on redouble de mal-être. Donc, à un Ouais. moment donné, il faut quelque part Et on accepter renforce le carcan. voilà. Donc il faut accepter ce lâcher prise qui à un moment donné permet quand même d'avoir des pensées autres que celles qui nous rongent, quoi. Lâchons Donc les rênes. ouais. Et donc voilà, j'espère qu'on a quand même pu un petit peu parler justement, parler aux autres et les rejoindre dans ce qu'ils ont J'espère. de plus singulier aussi, parce que Je c'est un peu m'absente une l'idée. seconde parce que je voudrais montrer les livres et peut-être que toi aussi. Vas-y. Évidemment, il m'en manque. Alors, Exercice d'empathie de Leslie Jamison. C'est un recueil d'essais, mais à partir que d'expériences vécues ou de documentaires qu'elle a fait et donc de situations étrangères à elle, mais où il a fallu que l'empathie fonctionne. Beckomberga et dans ma famille de Sarah Stridsberg, une merveille, même d'écriture. J'ai l'impression d'être Bernard Pivot, là. Tu fais ça très bien. Personne de Gwenaëlle Aubry, Ah un ouais. petit chef-d'œuvre, voilà, à noter partout. Celui que je vous oblige à lire, À la folie de Joyce Ornon, c'est non négociable. Calme-toi, Lison, donc un monologue imaginaire mais très proche d'elle de Louise Bourgeois par François Frémont. Et celui qui n'aura pas eu le temps, mais on y reviendra, mais tant pis, je le donne quand même, Emmanuel Carrère, l'adversaire. Ah voilà, C'était celui mon que homme, et puis... ah Si, oui, et François Frémont quand même, c'est un homme le pauvre, imagine. voilà. L'adversaire que j'ai découvert avec toi récemment, effectivement, qui est un superbe livre où on essaie en fait de comprendre ce qui, a priori, est de l'ordre de l'indicible, de l'inaudible, hein. Et l'ordre de l'autre radical. Il Ouais, faut s'approcher d'un autre radical ouais, sans le rendre dans sa tête fou ou monstre. ouais, Il a fallu beaucoup d'efforts d'empathie à Emmanuel Carrère. ouais, je crois aussi. Il en a fait là des efforts. Ouais. Parce que rejoindre quelqu'un comme Jean-Louis Roman, Mm. là, c'est pas comme un entretien entre toi et moi. Non, c'est sûr. D'ailleurs, Mais il a été très tenté d'abandonner. ouais. Bah, après avoir parlé quand même un petit peu de noirceur, je l'ai dit, moi c'est ce que j'aime évidemment chez Charles Julier, c'est ce côté finalement lumineux. Et donc il y a ce livre-ci qui est un livre de poésie. Donc pour ceux qui aiment les poèmes, ce sont des poèmes extrêmement ciselés et qui justement vont à la jointure de l'être. Et puis on en a parlé un petit peu aussi, hein, celui-là tu l'as lu, c'est un livre magnifique, Laurent Magnifique. Nobécourt. D'ailleurs, vous pouvez lire Laurette et Laurence Nobécourt. Vous pouvez même relire. Voilà. Et alors, un autre livre peut-être quand même encore, euh,
C'est celui-là, c'est le dernier journal de de Charles Juliet, Charles. le jour baisse. Donc c'est un peu toute le, un petit peu la, comment dire, la fin d'une vie aussi. Je veux dire, c'est ça qui est particulier, c'est qu'il a dû, il a eu besoin de dizaines d'années pour se désentraver. Et puis finalement, l'âge aidant, bah, il sait évidemment que la fin de vie, c'est aussi pour lui. Et ce qu'il raconte en fait très souvent en interview, c'est que finalement, et malgré l'âge, les plus belles années sont les années qu'il est en train de vivre maintenant, quoi. Donc, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter à nous deux aussi, que les années qui nous restent sont quand même les plus belles. Elle n'est pas encore en fin de vie, tu peux pas Non, mais bon, on a quand même traversé déjà pas mal de choses, et donc tu as j'espère quand même oublié qu'on va, l'un de Charles Juliette et Virginia Woolf. voilà, et j'espère quand même que nous, et puis ceux qui nous écouteront aussi, on ira vers de plus en plus de lumière. Voilà, C'est ton mantra depuis notre première vidéo. voilà, tout à fait. Alors, Merci, Hélène. Au merci, plaisir. À la prochaine. Au revoir. bien sûr. Au revoir. Voilà, Hélène, et pour en terminer cette fois-ci pour de bon, si je puis dire, on souhaitait terminer par l'une de tes chansons mises en parole. Oui, c'est une chanson de Maurice Dulac, écrite par moi. Pascal voulait qu'on aille vers la lumière. Alors, c'était de l'amour, c'est pas une chanson d'amour, je t'aime, tu m'as quitté, quelle horreur. Non, c'est un peu l'amour des autres, un peu l'amour du monde, mais c'est pas non plus positiviste. Je fais un clin d'œil dans le texte au sud, à la chanson Le Sud de Nino Ferrer. Euh, Parce que oui, il y a le bonheur, il y a la mer, il y a le soleil, il y a les poissons, mais pas que. Il y a aussi, comme le dernier livre présenté par Pascal, Le jour baisse. Et donc, il m'a semblé que cette chanson, qu'en toute humilité, j'aime bien, collait à peu près avec cet échange. D'accord. Bah, écoute, merci, Hélène. On va se quitter alors sur cette chanson et à bientôt. Merci, à bientôt. C'était de l'amour, c'était une île, un port, dans le ventre de la baleine, un trésor, un pays bleu, comme une chanson, un voile rêveur au balcon. C'était l'utopie, Robinson trouvant vendredi, quand les mers et jardins faisaient notre lit. C'était le sud de Nino Ferrer, les chiens, les chats, la mer. C'était pour toujours, comme tous les amours, comme dans les enfances, comme dans les romances. C'était de l'amour, un horizon, un grand voilier. Dans l'enchantement, on va embarquer. La terre orange, comme dans Éluard, des dalles qui sauvent Icare. C'était l'éternité, doigt de l'ange, embrasure du ciel. Qu'un qui fait la paix avec Abel. C'était l'aiguille qui montrait le nord, le Graal, la toison d'or. C'était pour toujours, comme tous les amours, comme dans les enfances, comme dans les romances. C'était de l'amour,
égrener l'autre comme son rosaire, le serrer sur son cœur comme son bréviaire. Tu es ma prière, ma foi, mon Dieu, ma chair, mon sang, mon feu. C'était l'envol, on s'incarne mais on a des ailes. Notre amour à mort est surnaturel, en liaison directe avec le destin, l'un pour l'autre, un festin. C'était pour toujours, comme tous les amours, comme dans les enfances, comme dans les romances. C'était de l'amour, désormais c'est la fin du monde. Au temps des adieux, la terre n'est plus ronde. Les arbres sont noirs et le monde est dur. Sur la peau, la morsure, et c'est la misère, le temps venu du temps perdu. Dans tous les pays, les champs se sont tus. C'est soudain la guerre de Nino Ferrer, celle qu'on ne sait pas faire. C'était pour toujours, comme tous les amours, comme dans les enfances, comme dans les romances. C'était de l'amour avant la fatale déchirure, la terre scindée par une mortelle fissure. Alors les ailes d'Icare ont brûlé, ces dédales endeuillées. Et c'est la faillite, jardins et mers sont repliés. Dans le ventre de la baleine, on est tué, la foi éteinte, le rosaire se brise et les prières s'épuisent. C'était pour toujours, comme tous les amours, comme dans les enfances, comme dans les romances. Et c'est la mort, la solitude, l'épuisement. Le voilier s'est échoué sur le sable blanc. Le destin est en peau de chagrin, dans l'Éden du venin. Et c'est la fin quand Abel est tué par Caïn, quand on reconstruit le mur de Berlin. C'est l'île désertée par vendredi, quand la fête est finie. Et c'est pour toujours, chaque chagrin d'amour, comme dans les Antilles,